Une question que chacun se pose depuis la nuit de temps. Que se passe-t-il lorsque nous mourons? Que devient notre conscience? Survit-elle à la mort cérébrale? Des questions qui se sont imposées à Stéphane Alix au moment du décès brutal de son frère Thomas en 2001 dans un accident de voiture en Afghanistan. Bonjour monsieur Alix. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous publiez donc La mort n'existe pas, qui rencontre un grand succès. On en parle en ce jour de 1er novembre. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous avez voulu rapporter des témoignages. C'est pas un livre de croyance. C'est un livre d'enquête. Moi, je suis journaliste. Quand mon frère est mort, ça m'a laissé dans un état de choc, de sidération, de vide, et qui a fait ressurgir les questions qu'on se pose tous, en fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on sait ce qui se passe au moment de la mort? Qu'est-ce qui se passe après? J'avais entendu, comme sans doute beaucoup de gens, ces récits d'expériences de mort imminente. Vous savez, les gens qui, dans un accident de voiture, comme celui qui a emporté mon frère, sont ranimés et puis disent j'étais au-dessus, je vous ai vu, vous étiez essayé de me ranimer, j'ai vu la scène de l'accident. Donc je me suis dit, est-ce que si on avait ranimé mon frère, il m'aurait raconté quelque chose de similaire? Est-ce qu'il m'aurait dit j'étais au-dessus de son corps? Est-ce que ces expériences, c'est juste un délire, de l'hallucination, une sorte de rêve, un truc provoqué par le cerveau en souffrance? Ou est-ce que c'est le début de la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous en apprendre plus sur la conscience? Et j'ai commencé mon enquête en allant voir des médecins, en allant voir des chercheurs, des neuroscientifiques, mais aussi des témoins ayant vécu cette expérience-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que souvent on dit les témoignages c'est pas solide, c'est subjectif par essence, bien sûr, mais dans un témoignage il y a des éléments qui peuvent être croisés, corroborés, qui peuvent être vérifiés. Et dans les expériences de mort imminente, il y a cette phase où les témoins disent avoir été hors de leur corps et avoir pu observer des scènes, la scène de l'accident ou des scènes environnantes de là où leur corps est en état de cessation d'activité. Et parfois, ces scènes sont observées à de très grandes distances. Est-ce que ce qu'ils ont observé, ce sont des détails précis ou des choses très générales? Est-ce que ce sont des choses qui peuvent être vérifiées? Et quand on fait ce travail d'enquête, ce que je faisais auparavant sur des questions beaucoup plus prosaïques, on s'aperçoit qu'on peut effectivement attester que des gens ont vécu des expériences et sont réellement sortis de leur corps. Qu'est-ce qui définit la mort imminente? C'est le fait d'avoir une expérience qui est majoritairement provoquée par un moment où le corps est en souffrance, soit dans un accident de voiture, un arrêt cardiaque, un coma, mais ça peut aussi être une expérience qui est provoquée alors que le corps ne risque strictement rien, pendant un moment de méditation, pendant une extase, pendant qu'on fait l'amour. Les gens ont rapporté ce type d'expérience. C'est une expérience qualifiée de psychospirituelle. J'avais jamais entendu dire qu'on était en état de mort imminente lorsqu'on faisait l'amour. C'est pour ça que certains chercheurs trouvent que le terme est assez impropre, parce que cette expérience, c'est une expérience en fait d'extase spirituelle. Mais objectivement, moi, dans ma question, il y avait une volonté d'objectiver la mort imminente. Est-ce que c'est lorsque le cœur s'arrête, par exemple, lorsque c'est le cerveau qui n'est plus irrigué? Qu'est-ce qui définit la mort imminente? Alors, ces expériences se produisent pour une certaine catégorie d'entre elles, assez importante, effectivement dans des moments où le cerveau est en grande souffrance. Il faut savoir que quand vous avez un arrêt cardiaque, quand vous avez un AVC et que vous tombez par terre dans la rue, votre cerveau cesse d'être irrigué au bout de 20 secondes. Donc au bout de 20 secondes, vos cellules cérébrales ne sont pas mortes parce qu'elles conservent le peu d'énergie à maintenir leur intégrité, mais elles n'ont plus aucune activité décelable. Donc elles ne peuvent plus provoquer a priori de conscience. Or, 20% des gens qui sont ramenés d'un arrêt cardiaque disent « mais j'étais, au contraire d'être inconscient, j'étais extrêmement conscient, j'ai l'impression d'avoir été jamais aussi conscient de ma vie ». Vous dites 20%, à page 28, vous écrivez entre 12 et 18% des personnes vivant un arrêt cardiaque expérimentent une expérience de mort imminente. Il y a plusieurs études, effectivement. Voilà, c'est un petit peu moins peut-être que 20%, c'est beaucoup 20%. C'est une personne sur 5. Mais ça veut dire que 4 montrent... personnes sur 5 n'ont pas cette expérience. C'est aussi intéressant de le dire, important c'est une vraie de le question. Dire. Pourquoi? Ah oui, c'est ça qui peut le plus étonner, puisque tout le monde devrait avoir accès à cela a priori. Et vous savez que vous faites chaque nuit 5 grands rêves, et pourtant vous n'en gardez en mémoire qu'un seul, voire 0. Et pourtant on rêve tous. Les études en neurosciences montrent que notre cerveau est en état de rêve plusieurs fois par nuit. Donc peut-être que l'expérience imminente est une expérience que vivent toutes les personnes qui sont en arrêt cardiaque, mais que seulement 20% ou entre 12 et 18% parviennent à se remémorer. Alors il y aura des questions bien sûr qui viendront au standard, et on peut rappeler d'ailleurs le numéro 01 80 20 39 21, Pascal. Et ce qui serait formidable, c'est si nous pouvions avoir effectivement un témoignage. On a Pascal, on a. Eh bien écoutez, je salue Bonjour à tous. Olivier Guénec,
qui n'est pas en état de mort imminente. A priori. Pardon, oui. C'est une introduction un peu, oui, pardon, excusez-moi. Point. Bonjour. Mais Oui. c'est vrai que on va avoir un dialogue ensemble. Moi, je suis toujours circonspect sur ces sujets-là parce que je crois que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8. Donc, je suis toujours très prudent. Et puis, par nature et puis par fonction aussi, les journalistes sont prudents, comme vous l'avez été sans doute, Stéphane Alix. Pas sans doute. C'est très joli d'ailleurs ce que vous écrivez, puisque vous parlez à votre fille au début du livre. Vous dites: je suis convaincu que le jour de ma mort, je cesserai simplement d'être visible à tes yeux, mais que mon existence se poursuivra ailleurs. La mort n'existe pas, Luna, elle s'appelle Luna. Lorsque l'on meurt, on ne cesse pas de vivre, on change de monde. Ce n'est pas une croyance, écrivez-vous, mais l'aboutissement logique d'un long cheminement. Un long cheminement d'enquête journalistique, rationnelle. Je suis cartésien. Je travaille sur des questions de terrorisme, sur la guerre, sur le trafic de drogue auparavant. J'ai pas abandonné mon cartésianisme et ma rationalité en travaillant sur ce sujet de la mort. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce studio, vous pensez que des gens qui vous ont connu, votre frère, pourquoi pas, et là, vous entend, nous entend, et moi-même, des membres de la famille ou d'autres, je ne sais pas, ou les grandes consciences du monde, parce que c'est extraordinaire d'imaginer qu'on puisse avoir accès, je ne sais pas, alors l'un ce sera Mozart, l'autre ce sera Molière, le troisième ce sera Proust, pourquoi pas, et puis le général de Gaulle, et puis un grand footballeur ou un grand sportif pour les uns ou les autres. Ça, vous croyez en cela? Bah, c'est pas que je crois, c'est que je l'ai vérifié. Alors pas avec le général de Gaulle, ni avec Mozart, mais Oui. par Mais exemple, c'est qu'on peut être en connexion avec tous les morts. c'est ce que font les médiums. Les médiums qui sont ces hommes, ces femmes qui prétendent communiquer avec des défunts. Je les ai testés, j'ai testé leurs assertions. C'est assez simple en fait. Vous allez voir quelqu'un qui ne vous connaît ni Neb ni d'Adam et vous lui demandez, par exemple à partir de la photo d'un défunt, de communiquer avec ce défunt. Vous enregistrez la séance. Est-ce que le médium va dire des choses très générales? Oh, je vois une vieille dame avec les cheveux blancs, ou des choses qui pourraient s'appliquer à n'importe qui, auquel cas c'est peut-être dans sa tête ou c'est peut-être complètement de l'imaginaire, ou est-ce que le médium va vous donner des informations extrêmement précises? La première fois que j'ai vu un médium avec la photo de mon frère, il m'a instantanément décrit l'accident, la blessure que mon frère avait à la tête, plein de détails, sans tourner autour du pot, sans passer une demi-heure à me dire plein de choses générales, mais au contraire des choses extrêmement précises. Alors, j'entends ce que vous dites, mais comme je suis comme saint Thomas, je voudrais bien voir ce médium, par exemple, que vous avez rencontré et le tester moi-même sur des choses. Ensemble, Ah oui. Pascal. Il est où ce médium? Il est à Paris, mais il y en a un peu partout en France. Oui, mais bon, médium, si c'est un médium qui fait des retours d'affection et qui passe des petites annonces dans la presse, pas du parfois tout, pas du je me tout. dis... Je vous taquine. Il est 11h11. 11h11. On est le 1er novembre, il est 11h11. Oui, 1er On novembre. est le 1er 11 et il est 11h11. Exactement. Bonjour Fabrice. Bonjour Pascal. Fabrice, pas d'expérience vous, Si, je pourrais vous raconter, moi je suis ce qu'on appelle une porte. Non mais d'entrée, il va l'apprendre surtout. Je vous raconterai mes expériences. Vous êtes aimable comme une porte. Je suis aimable dit de comme une prison. porte. Non, mais j'ai vous des êtes gens quoi, qui entrent en contact Eh ben, écoutez, via cette ça porte. peut me dire parce que moi je suis fenêtre. Je ne crois pas. Je suis fenêtre ou meurtrière. Bon. Et vous êtes quoi, Boubouk? Oh, rien du tout. Non, mais par contre, je sens qu'il y a des esprits autour de moi tout le temps quand je dors. Oui, ça n'a rien à voir, vous me direz. Hein, Ils sont mais plus autour de vous, les esprits, qu'en vous, si vous me permettez. Pour le moment. Bon, allez, c'est bon. Et on salue celui qui nous écoute peut-être dans sa cage, parce qu'il est petite cage. Ah oui, Il est cage, c'est le panda. le petit panda. Bien sûr. Le panda qui est un des personnages récurrents de notre émission, bien évidemment, qui nous écoute entre les barreaux. Donc nous avons une porte, nous avons une fenêtre et nous avons les barreaux. On est bien entouré. Et nous revenons tout de suite, tout de suite. On est bien. 11h13, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Il était une fois un galant homme désirant inviter sa princesse à déjeuner un jour férié. Oh, tout est fermé, c'est cuit, soupira-t-il. C'est alors qu'il se souvint que les magasins Aldi étaient ouverts aujourd'hui avec des centaines de prix discount. « Je suis sauvé !» s'écria-t-il. Et voici avec ça, elle l'épouse pas. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Hors département 57 67 68, trouvez le magasin le plus proche de chez vous et plus d'infos sur aldi.fr. Est-ce que Thomas, entrepreneur, a décidé de monter sa propre entreprise parce qu'il sait qu'avec l'assurance Pro-Alliance, en cas de dégâts des eaux dans ses locaux, ses frais de remise en état sont pris en charge? Eh oui, un peu. Car si sa principale raison reste de devenir son propre patron, Thomas sait qu'il doit être bien couvert face aux imprévus. Alliance accompagne les professionnels afin que leur seule préoccupation soit leur cœur de métier.
Les garanties présentées s'exercent dans les conditions et limites du contrat souscrit. Alliance, avec vous de A à Z. Peugeot. Vous êtes au volant de votre utilitaire et vous réalisez que votre planning est aussi chargé que votre véhicule. Vous vous dites que c'est le bon moment pour vous offrir les services d'un nouvel équipier, un utilitaire plus adapté au rythme de vos journées. Mais que le bon moment, c'est maintenant, pas dans 6 mois. Chez Peugeot, pas besoin d'attendre pour compter sur un pro. Jusqu'au 30 novembre, profitez de remises supplémentaires jusqu'à 2 000 € sur des utilitaires disponibles immédiatement. Rendez-vous pendant le temps des pros en point de vente et sur professionnel.peugeot.fr, dans la limite des stocks disponibles. On peut se chauffer au bois comme l'ont fait nos aïeux, Plus de bois, écuyer. Oh, la froidure m'assaille. en gaspillant du bois et de l'énergie. Ou on peut bien se chauffer au bois avec un poêle ou un insert nouvelle génération, du bois bien sec et un bon entretien. Ah, on n'est pas bien là. C'est 5 fois plus efficace et bien moins polluant. Alors faites des économies en adoptant les bonnes pratiques et retrouvez les aides financières à votre disposition sur bien-se-chauffer-au-bois.adem.fr. Ceci est un message du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de l'ADEME. Source ADEME 2022. Les 25 jours Auchan. À vos marques, prêt, promo. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 25% sur une grande sélection de Lego. Et en plus, Auchan vous rembourse 2 fois la différence en magasin sur les jouets du catalogue. Noël s'annonce magique si vous trouvez moins cher ailleurs. Auchan, avec plaisir. 25% cagnotés sur votre compte Waouh Auchan sur les Lego Duplo, Ninjago, Technic, City, Friends, Star Wars et Super Mario. Valable dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr. Conditions sur Auchan.fr. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous réagissez, témoignez au 01 80 20 39 21. Nous vous retrouverons, Pascal, avec votre invité Stéphane Alix à l'occasion de la sortie de son livre La mort n'existe pas, paru aux éditions HarperCollins. Et Stéphane Alix va rester avec nous jusqu'à 12h, donc vous pouvez lui poser toutes les questions. Marlène Duret, que vous connaissez, qui est Madame Météo sur Europe 1 et que vous pouvez entendre la nuit, et entrer dans ce studio en écoutant Monsieur Alix et a dit « Moi, j'ai vécu 2 expériences de sortie du corps », c'est cela ? Sortie hors du corps, oui. Sortie hors du corps. Oui. Bon, écoutez, vous nous raconterez ça, bien évidemment, même si je reste toujours circonspect. Et Rémi est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci Rémi. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de particulier ? Effectivement, ouais, il y a 2 ans, j'avais 36 ans, j'ai eu un arrêt cardiaque suite à, justement, parce que comme disait Monsieur Alix, suite à une relation sexuelle. C'est arrivé comme ça, sans cause apparente. Pendant la relation ? Non, c'est juste un peu après, juste après la relation. D'accord. Peut-être 10 minutes après. Et du coup, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Donc petit à petit, je le sentais plus. Je me suis vu mourir. J'ai senti que je mourrais. Et dans la foulée, j'ai commencé à avoir 2 visages bien distincts qui avaient une émotion bien particulière à chacun. Et ensuite un sentiment de plénitude, d'apaisement, avec tout au bout de ce que je voyais, un tunnel avec une lumière qui paraît éblouissante pour des tas de gens, mais que pour moi c'était juste quelque chose de très doux, très très léger, très agréable à regarder, et un sentiment de plénitude, d'apaisement, de celui où on se dit ok, c'est parti, je me sens bien, je me sens en confiance, on y va. Et quelques instants après, je me suis réveillé. Monsieur Alix, est-ce que c'est un témoignage que vous entendez parfois, souvent, je ne sais pas? Oui, ce sentiment de plénitude, d'abandon, de bien-être total, c'est effectivement une caractéristique assez récurrente de l'expérience de mort imminente. Moi, ce qui m'a frappé, c'est notamment des mères de famille qui, par exemple, vivent cette expérience-là et baignent dans un sentiment de bien-être et de plénitude tel qu'elles pourraient ne pas revenir. L'amour qu'elles éprouvent pour leurs enfants est tellement réduit par rapport à celui qu'elles sont en train d'expérimenter dans cet état de transcendance. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas de votre auditeur, mais souvent ce qui est intéressant et ce qui est frappant avec ces expériences de mort imminente, c'est qu'elles ont un effet à long terme chez les personnes qui les ont traversées. Si vous avez un accident de voiture, que vous croyez mourir et que vous avez très très peur, ça va vous faire peur sur le moment, mais ça ne va pas changer radicalement votre vie derrière. En revanche, une expérience de mort imminente va avoir des conséquences sur le très très long terme dans la vie des témoins. On va demander à Rémi. Rémi, est-ce que ça a changé votre vie ? Complètement, ça a complètement changé ma vie. Déjà, j'ai mis à peu près un an et demi à comprendre vraiment ce qui s'était passé, pourquoi j'étais revenu à la vie, pourquoi j'avais vu ça, etc. Et comme il dit, effectivement, la plupart des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils ont à peu près, à quelques détails près, tous vu le tunnel,
tous eu ce sentiment de plénitude, etc. Et donc moi, ce qui a changé dans ma vie, c'est que avant j'étais un peu cartésien, je croyais pas trop à ce genre de choses, et finalement j'ai eu l'impression d'être happé par les énergies du corps, l'esprit et tout ce qui se relie au niveau de l'univers. Après, si on y croit, on n'y croit pas, c'est selon. Mais moi, en tout cas, voilà, moi, je me suis senti happé par rapport à tout ça. J'ai eu envie de me renseigner un peu plus là-dessus. J'ai l'impression d'avoir une certaine mission par rapport à ma résurrection, entre guillemets. Et voilà. Et du coup, C'était quoi les deux visages d'abord, c'était quoi les deux visages que vous avez croisés dans cette expérience? Eh ben, j'ai croisé un premier visage, c'était une personne qui semblait hurler la mort, terrifiée comme jamais. J'avais plutôt de la pitié pour elle ou de la peine. Et l'autre visage, c'était une lithographie d'un personnage de la Renaissance. Et du coup, j'ai mis du temps à essayer de comprendre. Que vous connaissiez ce personnage? Vous ne le connaissiez pas? Non, pas du tout. Et je suis allé voir un spécialiste un an après, parce que j'avais demandé pas mal d'infos et j'ai en vain. Et ce spécialiste m'a indiqué que c'était probablement des entités négatives qui s'étaient accrochées à mon esprit depuis mon ascendance, depuis mon arrière-grand-mère. Et Rémi, c'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie? Non, pas du tout. Je travaille dans la rénovation de bâtiments en pierre sèche. D'accord. Et vous avez une vie de famille? Vous avez des enfants? Vous avez une compagne, un compagnon? J'ai une famille sans enfants. Ouais, j'ai une famille sans enfants. Et vous avez la personne avec qui vous aviez eu cette expérience après cette expérience sexuelle, c'est la même personne aujourd'hui? Non. Non. Vous pensez qu'il y a un rapport de cause à effet? Je ne sais pas. Peut-être pas. Après, la vie est faite aussi comme ça. Il y a toujours des rencontres qui passent, des rencontres qui restent. C'était il y a 2 ans. Pour moi, il n'y a pas de relation spécifique. Bon, merci Rémi de ce témoignage, et puis on va continuer avec Stéphane Alix. C'est vrai que c'est des sujets passionnants, bien sûr, et qui nous intéressent et qui intéressent nos auditeurs. À tout de suite. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 11h 13h. Vous écoutez Pascal Pro. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h, c'est Pascal Pro. Et vous, Pascal, on vous retrouve avec votre invité Stéphane Alix est là à l'occasion de la sortie de son livre La mort n'existe pas, paru aux éditions HarperCollins. Et Marlène Duret également, qui nous parlera tout à l'heure de son expérience personnelle sur ces sujets-là. Alors, dans votre livre La mort n'existe pas, je lis ceci: les études montrent qu'entre 40 et 50% des gens en deuil rapportent un type d'expérience de contact avec un défunt. Les récits sont variés, parfois le défunt apparaît littéralement, sinon ils se font sentir tout en restant invisibles, murmurent un mot, un bout de phrase, une caresse. La grande majorité des VSCD, faut expliquer ce qu'est le vécu subjectif de contact avec un défunt. Exactement, interviennent dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent le décès, comme si le désir du défunt de rassurer ses proches était une irrépressible priorité dès les premiers instants après le passage. Lorsque de telles expériences se reproduisent, rares sont celles et ceux qui osent en parler par peur des réactions de leur entourage ou de leur famille. Alors, c'est là, moi j'ai évidemment jamais vécu ce genre de choses. Peut-être parce qu'il ne m'est pas arrivé, comme vous, une mort qui a fracassé mon existence. Les morts que j'ai vécues étaient au fond des morts attendues, des morts de parents, de grands-parents, des choses comme ça. Mais, des choses, en tout cas des personnes de ma famille. Mais lorsqu'on est fracassé par une mort qu'on n'attendait pas et qu'on est dans un état d'émotion ou de sensibilité ou de sidération, comme le dit Géraldine, est-ce que ce n'est pas nous qui fabriquons nous-mêmes, parce qu'on veut tellement parler à celui qui est parti que peut-être on l'invente? Bien sûr, c'est la première explication évidente que j'ai essayé de poser par rapport à ce type de phénomène. Mais en fait, quand vous allez rencontrer des psys notamment qui font un travail d'accompagnement de personnes en deuil, qui ont l'habitude justement des mécanismes émotionnels de compensation qu'on met en place pour supporter le deuil, supporter la déchirure, supporter l'inattendu, vous apercevez que ces phénomènes-là n'ont rien à voir. On sait ce que c'est qu'une hallucination, on sait ce que c'est que la façon dont elle se présente, on sait identifier le tableau clinique qu'il y a autour d'une hallucination. Et ces expériences-là n'ont rien à voir avec une hallucination. Oui, mais comment avez-vous objectivé ces témoignages? On les objective quand vous avez une sensation furtive. Je me souviens d'un ami producteur qui s'est tué dans un accident de voiture et 3 jours après, sa compagne me dit j'ai l'impression d'avoir senti
Denis. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Et elle me dit, hier soir, je me suis couché dans notre lit pour la première fois. Et sérieusement, Stéphane, quand je me suis allongé dans le lit, j'ai senti qu'il s'asseyait sur le bord de lit, qu'il s'allongeait contre moi. Cette femme, elle était les pieds sur terre, cartésienne, pas du tout branchée sur des questions spirituelles. Elle a vécu quelque chose de profondément inexplicable. Un témoignage, ça veut rien dire. C'est une histoire étrange. Voilà, on peut l'entendre, mais on peut rien en faire. Quand, comme moi, vous interrogez des centaines de témoins et que vous entendez plein de femmes qui vous disent « J'ai l'impression hier soir d'avoir senti mon conjoint s'allonger au pied de mon lit, ou s'allonger contre moi dans le lit, ou m'apparaître au pied de mon lit. » Moi, M'apparaître, c'est-à-dire une vision qui va durer... Regardez, pendant l'enquête qui a mené à ce livre-là, je suis allé visiter une maison de famille que mes cousines étaient en passe de vendre. C'était une maison qui avait beaucoup compté pour mon père, donc j'y suis allé. C'était en dehors de l'enquête. Je discute avec ma cousine dans la maison et à un moment, elle me dit « Tiens, il faut que je te raconte une histoire qui m'est arrivée ici. Tu sais que maman est morte dans cette maison ?» Je dis « Non, je l'ignorais. » Et elle m'explique que sa maman est décédée dans la maison. Elle avait plus de 80 ans. Et le soir même, avec sa sœur, elles ont voulu garder le corps dans le salon pour la veiller. Et vers 2h du matin, la maman était décédée à 20h. Vers 2h du matin, ma cousine et sa sœur sont dans la cuisine en train de se préparer une tisane. Et puis, tout d'un coup, ma cousine se retourne et voit sa mère dans la cuisine en train de danser, joyeuse, comme si elle dansait le Charleston, très très jeune, très lumineuse et débordant de joie, alors que c'était une vieille dame qui était complètement coincée dans son corps depuis des années. Et elle se tourne vers sa sœur, et sa sœur le voit aussi cette vision. Elles se regardent toutes les deux, elle dit « Tu vois ce que je vois ? Oui, je vois ce que tu vois. » Cette vision a duré plus de 2 minutes. Ça ne s'explique pas par un phénomène hallucinatoire, ça ne s'explique pas par un désir de voir un défunt. C'est inattendu, c'est spontané. C'est formidable, c'est-à-dire qu'elles ont vu la même chose. Toutes les deux. Bon, mais ces femmes, elles témoignent dans votre livre. Elles témoignent dans mon livre. Moi, j'aimerais les entendre, ces femmes, parce que ça, pour le coup, il y a quelque chose d'objectif dans ce témoignage, puisqu'elles ont vu la même chose. Des millions de gens vivent ça, Pascal. Mais on n'ose pas en parler. Ensemble. Parfois, c'est des visions partagées. Si vous voyez tout seul, vous pouvez dire, c'est moi qui ai fabriqué. Oui. Mais si nous sommes tous ici dans ce studio, et qu'entre dans ce studio un ancien d'Europe 1, par exemple, une grande voix d'Europe 1, et si nous voyons Pierre Bellemare entrer dans ce studio, puisqu'on est dans le studio Bellemare, Lagardère. Et Jean-Luc Lagardère, oui. Et si nous voyons ensemble la même chose, ça c'est quelque chose d'objectif. Exactement, pour moi c'est un élément fort quand les témoignages peuvent être corroborés par un deuxième ou un troisième témoin. Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Vous imaginez, plus de 50% des gens en deuil vivent ce type d'expérience. Il y a 600 000 personnes qui meurent chaque année. Vous avez à minima un demi-million de témoins chaque année qui vivent ce type d'expérience. Et si on les filme par exemple, on peut les voir à travers la caméra pour avoir une preuve justement pour les autres? Non. Ou pas? Non, c'est ça. Alors ça, c'est... En photo, en vidéo, ils apparaissent pas. Il y a un film très célèbre qui s'appelle Fantomas contre Scotland Yard, où il y a un fantôme dans ma chambre, où Louis de Funès se balade dans le château en disant « Il y a un fantôme dans ma chambre, il y a un fantôme dans ma chambre ». Un jour, Jean Marais lui donne une photo pour prendre la photo, et il prend la photo, et évidemment, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Bon, on marque une pause, c'est un sujet passionnant. Appelez-nous, oui. J'ai plein de choses, parce que moi, je l'ai lu, et c'est vrai que on a votre livre depuis 24 heures, 48 heures. Et toute la rédaction l'a regardé, a feuilleté des pages. Et certains l'ont même pris chez eux et n'ont pas dormi de la nuit. J'ai eu un témoignage de quelqu'un qui m'a dit « J'ai pas pu dormir après un livre comme celui-là ». Notamment, vous parlez du regain avant la mort. On pourra en parler dans quelques instants. Et puis Marlène, vous voyez, Marlène Duret va nous faire part de son témoignage. Vous restez avec nous jusqu'à midi. C'est un jour particulier que ce 1er novembre. Je salue ceux peut-être qui ne nous écoutent pas d'habitude sur Antenne d'Europe 1 parce qu'ils sont en train de travailler à cette heure-là. Ouais. Et là, ils sont peut-être en train de se réveiller peut-être? Oui, alors il est un peu tard. Non, il n'est pas tard, ça arrive. Il y en a peut-être qui sont en état de mort imminente déjà. Il y en a qui cherchent un cimetière ou en tout cas cherchent le chemin d'un cimetière parce qu'il y a peut-être des gens en voiture qui sont en train là, en famille, pourquoi pas, d'aller honorer ou célébrer et celui ou ceux qui étaient dans leur vie. Eh bien, nous les saluons, bien évidemment, et qu'il reste avec nous, Stéphane Alix. La mort n'existe pas, tout de suite. Et on attend vos témoignages au 01 80 20 39 21 11h 13h. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1.
Europe 1. Pascal Pro et vous. Et avec Pascal Pro de 11h à 13h et son invité Stéphane Alix, nous parlons d'expériences de mort imminente, de témoignages de sortie de corps et des apparitions aussi. Je voulais que Marlène Duré intervienne, mais Hélène est également là et je salue Hélène. Elle va pouvoir nous faire part de son témoignage et il sera décrypté sans doute par Stéphane Alix. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Monsieur Pro et Monsieur Alix. Bonjour. Merci Hélène. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Hélène ? Pourquoi alors, je ne vous demande pas votre âge, Hélène. Non. Bon, mais votre mari est décédé. Oui, il est mort pendant le confinement en 2020 et il a attrapé le Covid. Et il est parti en 3 jours et j'ai pu lui dire au revoir au téléphone. Je lui ai dit de prendre soin de lui et puis je savais qu'il l'avait attrapé parce qu'il ne pouvait plus respirer. Et il m'a dit qu'il avait mal partout. Donc j'ai compris qu'il avait le Covid. Et après, on l'a mis sous sédatif et puis en 3 jours, il est parti. Mais il avait quel âge, votre mari ? Il était plus âgé que moi. Mais il avait passé 65 ou 70 ans peut-être pour... Oui, 70 ans, plus de 70 ans. Bon, et donc il était à l'hôpital lorsque vous l'avez eu au téléphone ? Non, il était dans un établissement. Mais il avait des problèmes de santé aux yeux, une maladie grave des yeux. Mais il était entré avant le Covid dans cet établissement ? Oui, d'accord. Juste avant le confinement. Juste avant le confinement. Donc vous étiez séparés de lui depuis peut-être un mois ? Non, depuis très longtemps. Enfin, oui, je l'avais vu 3 mois avant. Ah oui, donc il était dans cet établissement, j'avais mal compris, il était dans cet établissement depuis très longtemps. Non, pas très longtemps, mais en fait... Mais vous ne voyez plus quand même. Non, parce qu'on ne pouvait plus rentrer. Bon, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais peu importe. En mars 2000, on ne pouvait plus, c'était le début du confinement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois la mort de votre mari Eh bien, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de problèmes, et ça c'est autre chose. Mais 1 an après, à la date d'anniversaire de sa mort, ce jour-là, j'ai pensé beaucoup à lui. Et la nuit du 28 au 29, à 2h du matin, c'était la pleine lune. Je ne sais pas si c'est important, mais c'était ça, la pleine lune. Et j'ai fait sortir mon chat, ça fait peut-être sourire, mais mon chat voulait sortir, donc je suis descendue et j'ai ouvert la porte et je suis revenue. Et je me suis allongée et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'est figé le temps. C'était comme si j'étais dans une autre dimension. J'ai vu une sorte de fenêtre, c'est comme dans les films, ça fluctue, ça ondule, mais il n'y avait rien dedans. Mais je ne pouvais pas bouger. Et tout d'un coup, je me suis mis à émettre des sons, enfin des mots. Je te deux, enfin c'était sans signification particulière. Et j'ai compris que c'était lui, parce que 9 mois avant, quelqu'un m'avait dit qu'il viendrait me demander pardon. Donc, tout de suite, je lui ai dit, je te pardonne. Et par contre, je voulais pas dire chérie, mais c'est sorti de ma bouche. Et c'est comme si on me l'avait retiré de... Voilà. Donc, j'ai senti qu'on me retirait ça de moi, le pardon. Et la fenêtre s'est refermée. Et voilà. Mais je sais qu'il veille sur moi. Et... mon mari était un érudit, il lisait énormément sur toutes les civilisations, les religions, la politique, et c'était etc. important pour vous qu'il vous demande pardon pour une raison que je ne connais pas. Oui, mais il vous avait fait du mal. Oui, il m'a fait du mal, énormément, moralement et physiquement. Il a failli me détruire. Et c'est quelqu'un qui était très colérique, très très colérique. Et il ne s'excusait jamais. Donc je trouve quand même un peu surprenant quand on m'a dit qu'il viendrait me demander pardon. J'ai pensé en moi-même, c'est pas possible. Je vois pas. Il s'est jamais excusé. Et vous dormiez quand il était 2h du matin? Non, je dormais pas. Je venais de descendre le chat. D'accord, à 2h du matin. Oui, et je sais pas. Et Et depuis, vous trouvez que vous êtes apaisé, que vous allez mieux? C'est-à-dire qu'il y a des choses, oui, il y a d'autres choses qui se sont passées que je ne peux pas raconter. Une chose avant, mais si vous voulez, je sens qu'il est présent parce que c'est quelqu'un, par exemple... Il est bienveillant aujourd'hui alors qu'il ne l'était pas forcément avant. Il a changé. Une fois mort, il a changé. Voilà, je ne sais pas. Et donc, écoutez, pour le 1er mai, par exemple... il vous apporte des muguets désormais.
Non, mais c'est pas ça. C'est que quand je suis sortie, j'ai trouvé quelque chose sur la terrasse qui brillait. Et je me suis penchée, c'était un scarabée d'or. Oui, parce que c'était quelqu'un qui adorait les pharaons et tout ça. Et là, donc c'est quelque chose que vous avez trouvé par terre ? Oui, j'ai failli l'écraser. Donc je me suis penchée, je l'ai pris. Il me semblait mort, mais je l'ai pris dans ma main. J'ai mis sur la table de la terrasse et j'ai vu qu'il bougeait dans un pot de fleurs. J'ai vu qu'il bougeait et après il est parti. Après il a disparu. Et vous pensez que c'est votre mari qui vous envoyait un signe ? Oui, c'est un signe, parce que il adorait tout ce qui était égyptologie, les pharaons, l'Égypte, tout. Bon, je ne sais pas comment Monsieur Alix décrypte ce témoignage je ne sais pas, moi aussi j'aimerais bien savoir si quelqu'un a vécu ce genre d'expérience, mais c'est bizarre. Je laisse la place à Monsieur Alix, parce que lui a entendu un grand nombre de témoignages. Je décrypte pas, j'écoute. Face à un témoignage, ce qui convient, c'est déjà d'écouter avant de porter un jugement un peu rapide. Pour en savoir plus, il faudrait discuter avec Hélène longtemps et mieux apprendre à connaître sa relation avec le couple pour identifier ce qui se passe. Je suis juste frappé par ce clin d'œil du scarabée, parce que c'est par ce scarabée que le psychanalyste Jung a développé le concept de synchronicité. Vous savez, des événements qui se produisent, qui n'ont pas de lien de causalité entre eux, mais qui donnent énormément de sens pour les personnes qui les vivent. Et c'est précisément une histoire de scarabée avec une de ses patientes qui l'a extrêmement frappé. Après, vous savez, effectivement, beaucoup de personnes rapportent des signes qui, pour nous extérieurs, paraissent des pures coïncidences sans aucun intérêt, mais qui, pour la personne qui le vit, peuvent avoir une signification émotionnelle colossale et vraiment importante. Moi, ce qui m'importe dans ces cas-là où je ne peux pas objectiver que c'est un signe ou que ce n'est pas un signe, je me pose la question, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait du mal ? Est-ce que ça conforte la personne, est-ce que ça la confuse, ou est-ce qu'au contraire, ça apaise le processus de deuil qui est en cours ? Et si on est dans quelque chose qui complique la vie, qui apporte de la confusion, qui apporte un dérèglement, là, il faut répondre à ça. Mais si ça fait du bien, où est le problème en fait ? On va marquer une pause. On va être avec Cyril Hanouna dans une seconde, parce que c'est vrai qu'il vit une période difficile actuellement. Il voulait intervenir, et il est intervenu d'ailleurs sur l'antenne avec cette situation si difficile au Proche-Orient. Et puis on va saluer Petit Scarabée, puisqu'il est avec nous, Petit Scarabée. C'est notre ami Olivier Guénet. Ah, c'est moi, Petit Scarabée ? C'est vous, Petit Scarabée, parce que moi, je suis un jour. C'est mon surnom maintenant ? Mais non, mais vous connaissez pas. Il y avait une série télévisée jadis qui s'appelait Kung Fu. D'accord. Et vous aviez un héros qui était joué par David Carradine, qui était le grand maître Shaolin, je sais pas comment on dit. D'arts martiaux, c'est ça ? D'arts martiaux. D'accord. Kung Fu. Et il y avait souvent des flashbacks, puisque ce Kung Fu avait grandi avec un grand maître. Et ce grand maître l'appelait Petit Scarabée. Oh, donc, alors c'est affectif. Maître, ah oui, non, c'est sympa. Oui, c'est tendre. Ah, donc quand merci je vous beaucoup. appelle Petit Scarabée, non que je sois grand maître, bien évidemment. En quelque sorte, quand même. Vous êtes mon maître Jedi, en tout cas. Voilà, je peux vous appeler Petit Scarabée. Donc on sortait, moi je vous ai vu également lorsque je suis sorti d'une maison un jour, et vous étiez là dans la rue, et j'ai vu un signe, Petit Scarabée, et je vous ai recueilli. Merci maître. Et vous étiez vivant, je vous ai mis sur la table. Et je suis plus jamais parti, je me suis accroché à votre cravate. Bon, on va être avec Cyril dans une seconde. Vous êtes avec nous, je pense qu'on va prolonger, Monsieur Alix, parce qu'aujourd'hui, c'est passionnant. Marlène nous donnera également son témoignage. On va prendre le temps. Il faut donner du temps au temps, et ça nous permettra de parler de François Mitterrand qui croyait aux forces de l'esprit. Et on pourra également évoquer cette pensée de François Mitterrand. À tout de suite. Et pour justement retrouver des expériences, des témoignages d'expériences de mort imminente, des témoignages de sortie de corps ou de communication avec les morts, des apparitions, des phénomènes paranormaux, vous savez qu'il y a un podcast qui existe. C'est le podcast Mystère et Inexpliqué d'Europe 1 et BTLV. Mystère et Inexpliqué, c'est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, sur europe1.fr aussi, et l'application Europe 1.